Depuis l'époque précoloniale, le continent africain est passé par beaucoup d'intervalles. Ces intervalles, nous pouvons les lister de la façon suivante: colonisation, décolonisation, indépendance et cinquantenaire des indépendances. Qu'est-ce qui a marché? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Madame, Messieurs, vous serez les bienvenus. Vos interventions vont nous permettre de voir plus clair dans la marche du continent africain, et dans quelques semaines, on va s'intéresser à l'Afrique de l'avenir. Quelle Afrique pour l'avenir? Les chroniqueurs et les invités nous permettront de faire des propositions allant dans le sens du développement, tout en vous rappelant que vous avez le choix entre différents chapitres. Aujourd'hui, est-ce que la colonisation a été bénéfique ou non? Vous nous appelez ou vous nous écrivez pour donner votre réaction. Et aussi, est-ce que vous croyez que le bilan est positif après 50 ans d'autodétermination, 50 ans d'indépendance du continent africain? Est-ce que vous croyez que les choses avancent? Si oui, vous avez le loisir de nous appeler pour nous dire les détails et les raisons. Et sinon également, vous faites le même exercice. Les invités sont avec nous. Seydina Chérif Ahmed. Bonjour Seydina. Bonjour Mohamed. Voilà, c'est le best-of aujourd'hui. Généralement, on passe ici les temps forts de vos interventions, vos réactions. Alors, les téléspectateurs qui n'ont pas pu réagir durant le mois de juin ont le temps d'équilibrer les choses ou encore de confirmer certaines choses qui n'avaient pas été mises sur ce plateau-là. Merci d'être avec nous, Seydina, auteur de La dictature culturelle et président de l'Institut des civilisations noires. En face de vous, monsieur Inabo Delors. Bonjour Inabo. Bonjour Mohamed. Inabo, vous êtes juriste et vous êtes un grand homme de culture. Tout ce qui touche à l'Afrique vous intéresse, et également vos projections sont généralement appréciées par les téléspectateurs et nous-mêmes aussi. Et lorsque c'est par moments pas droit ou tordu, on essaie de mettre la controverse, mais toujours avec des chiffres et des références. On arrive à montrer que c'est fait dans le bon sens et c'est fait avec une certaine forme de maestria. On va commencer tout en vous amenant un premier élément concernant M. Antoine Glazet de la Lettre du Continent. Il nous parle ici des formes de colonisation qu'a connu le continent africain. Bienvenue. Française, c'est ce qu'on appelle la politique d'assimilation. Du côté français, c'est vraiment de créer des Africains à notre image. C'est ce qu'on leur faisait chanter nos ancêtres, les Gaulois. Du côté anglais, british, c'était beaucoup plus club, apartheid entre guillemets, et on voit les effets actuellement. C'est vrai que du côté francophone, on sent qu'il y a eu beaucoup plus de relations passionnelles et des relations maintenant sans cette aigreur vis-à-vis des pays francophones, vis-à-vis de l'ancienne puissance coloniale, avec énormément de reproches sur la façon dont ça s'est passé. Du côté anglais, c'est maintenant, vous vivez votre vie. Les pays finalement qui s'en sortent mieux, c'est les pays où les élites sont restées chez elles et où il y a une alternance politique. Alors on cite toujours le cas du Ghana, mais c'est vrai que c'est un cas aussi où on sent bien que les Ghanéens, et l'ancienne puissance coloniale c'était l'Angleterre, on voit bien que les Ghanéens ne sont pas en train de regarder Londres, même si les Africains, évidemment, c'est toujours plus facile de dire que tout est de la faute des anciennes puissances coloniales, mais il y a une vraie responsabilité maintenant des dirigeants africains, 50 ans après les indépendances, il y a aussi, c'est vraiment leur responsabilité de gérer leur pays. Le risque actuellement, c'est qu'il y ait une privatisation avec des grandes fondations, par exemple Bill Gates, mais des grandes fondations américaines ou autres qui sont sur le continent africain, finalement se substituent aux États, dans le sens qu'ils ont des moyens énormes dans les domaines de souveraineté des États comme la santé, l'éducation. Antoine Glazet, la Lettre du Continent, Seydina, voici une approche du cinquantenaire des indépendances des pays du continent africain. Partagez-vous cette opinion-là? Il fait une classification entre deux formes de colonisation, la colonisation des pays anglophones et la colonisation des pays francophones. Oui, ce qu'il vient de dire est la réalité. Moi, je ne supporte aucune forme de colonisation, que ce soit anglaise ou française. Mais je pense que les Français ont créé une certaine relation de père et de fils entre leur colonie et la métropole, même la France. Et ils ont fait de nous les fils qui ne grandissent jamais. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas nous permettre de grandir et ils se mêlent de tout ce que nous faisons. Ce qui fait que c'est très difficile aux pays qui dit pays francophones de se développer. Parce que la France est toujours présente. Dans toutes les décisions, la France est présente. Or, sur les autres, je pense qu'ils sont... À un moment donné, ils ont laissé quand même ces pays-là, qui sont aujourd'hui appelés pays anglophones, de pouvoir
chercher les méthodes de développement. C'est pour ça que si vous avez remarqué, les pays qui sont dits pays anglophones, sur le plan culturel, sont encore plus avancés que les pays qu'on dit pays francophones. Très bien. Et en termes de démocratie aussi, hein, c'est Bien sûr, puisque la démocratie même est culturelle ici en Afrique. C'est ce qui est donné de voir. Alors, il fait aussi référence au fait que les Africains, généralement, pour justifier leur immobilisme, pointent du doigt les colonisateurs, les colons, mais ils trouvent que 50 ans après les indépendances, il est temps que l'élite commence à bouger. Oui, je pense que cette réflexion-là est juste, même si elle n'est pas suffisante. Parce qu'en réalité, il faut convenir que même si on peut affirmer, sans le risque de se tromper, qu'il appartient aux élites et au peuple africain d'œuvrer à leur propre émancipation, dans les faits, il existe encore une puissance oppressante. Voilà. Elle oppresse à quel niveau? Elle oppresse dans le quotidien même de la gestion des États dits indépendants. Quand sous plusieurs formes... Vous avez des données qui justifient ça? Oui, en effet. Je ne vais pas revenir sur les éternelles questions de monnaie, de monnaie encore baignant dans la contrainte du paternalisme français. Ça c'est connu de tous. Mais je veux dire, quand aujourd'hui, on n'est pas encore suffisamment ancré dans une logique de partenariat en tant que tel, mais quand on est encore dans des systèmes de prêts qui conditionnent nos développements, ça coince. La main qui donne, comme le dit l'adage, est toujours au-dessus de celle qui reçoit. La main qui donne ordonne. Voilà, ordonne. Et cette relation de main qui donne à main qui reçoit va toujours nous maintenir dans un système de dépendance économique. Celui qui est dépendant économiquement ne peut pas prétendre être dépendant politiquement, encore moins juridiquement. Très bien. Madame, Messieurs, 22 42 54, facebook.com/on garde le contact pour réagir. On passe le bonjour à toutes les capitales africaines connectées sur ce programme. Votre attachement à cette émission nous va droit au cœur et ça nous donne du moteur pour aller de l'avant et aussi pour soulever des sujets qui rencontrent votre intérêt. Alors, on va aussi permettre aux internautes, parce qu'hier, on a eu un problème de connexion. Aujourd'hui, la connexion est là, est presque parfaite. Il y a eu des réactions ici en plateau et des internautes ont amené soit la controverse, soit ils sont venus confirmer ce qui a été dit. Donc, on aura affaire tout à l'heure à M. Conan Wenceslas qui a réagi à beaucoup de réactions de Seydina sur ce plateau. On se revoit tout à l'heure. On garde le contact. Félicitations à vous qui avez obtenu le BEPC. Merci d'avoir été aussi performant que convaincant durant ce mois. Cette semaine, comme toutes les fins de mois, On garde le contact fait un flashback sur ses meilleurs moments, tout en vous permettant de réagir au sujet de votre choix. Récapitulatif sujet. Merci d'être des nôtres. On garde le contact. Réagissez en direct. On garde le contact sur RTI2. Vous avez enfin la parole. Dina, dans votre liste des actions ou des actes qui ont miné le développement du continent, vous avez l'école occidentale. Vous avez hier fait référence à l'école occidentale qui ne répondait pas aux besoins, selon vous, des Africains. Donc cette école, selon vous, ne reflète pas vraiment ce dont l'Africain a besoin. Alors, après votre développement, M. Conan Wenceslas, Fatou, si vous permettez, il est en ligne, il dit ceci: M. Seydina a fait une grave erreur en quittant l'école. Le sage a dit qu'il faut apprendre les techniques de l'ennemi pour mieux le combattre. Il faut aussi savoir qu'on ne lit pas seulement ce qui est à notre faveur. Il faut confronter les deux réalités, tirer la vraie conclusion. Les écrits africains ne disent pas forcément la vérité. D'abord, il dit que vous avez fait une grande erreur en quittant l'école. Vous l'avez affirmé hier. Vous avez quitté l'école. Oui, j'ai quitté l'école en terminale. En terminale, j'ai échoué au bac à un point. J'ai trouvé que passer une année et puis venir échouer à un point, et puis je n'ai pas la possibilité, et c'est comme ça, on n'a pas la possibilité de permettre aux élèves quand même d'aller. Donc j'ai trouvé un système de récalage ici.
Parce qu'avant aussi, il y avait le probatoire qui recalait beaucoup d'élèves comme ça. Donc je me suis dit, il faut que les États prennent les responsabilités. S'ils nous demandent d'aller à l'école, s'ils demandent aux parents d'investir dans les élèves, comment on appelle ça, les enfants d'aller à l'école, il faut qu'ils permettent à ces enfants-là d'avoir beaucoup d'opportunités pour pouvoir avancer. Alors donc, le système de recalage, j'ai trouvé que c'était un peu dangereux. Donc, à un point d'échec... Vous échouez à un examen, ouais. Vous accusez le système. Oui, j'accuse le système. C'est difficile à comprendre, Seydina. Si, parce que... Pendant que vous échouez à cet examen-là, d'autres étaient en train de passer avec brio. Oui, Mohamed. Oui, la vie c'est ainsi. C'est pour ça qu'il faut donner la chance à tout le monde. Et quand j'ai arrêté l'école classique, une autre école plus, je pense que plus vaste, plus intéressante s'est ouverte à moi. Alors, donc je suis allé à la formation directe. Voilà, parce que quand j'ai quitté les bancs, je suis allé me former en informatique, directement à l'informatique. Et après l'informatique, j'ai fait 2 ou 3 ans en informatique. Après, j'ai fait 4 ans dans le cosmétique. Dans le cosmétique, là où je cherchais, et j'ai même ouvert à l'époque un cabinet à Boaké, où j'arrivais à soigner, disons, à aider les femmes qui étaient détruites par la dépigmentation. Parce que c'est ce qui m'a beaucoup intéressé dans le cosmétique. D'accord. Alors, oui. Donc lui, il trouve que c'était une erreur parce que ça vous a empêché de connaître les techniques de votre adversaire pour mieux le combattre. Parce que l'école allait vous permettre d'avoir des clés pour vraiment apporter des solutions. Moi, personnellement, l'école, je parle de moi, l'école allait m'abrutir. Je suis dans la même logique que Bob Marley qui disait qu'il s'il continuait les études, il allait devenir un imbécile. Parce que, voyez-vous, je dis moi, je ne parle pas de l'école pour tout le monde. Est-ce que, Seydina, est-ce que votre échec sur le plan scolaire, par exemple, a besoin de temps de justification? Certains réussissent à partir de l'école. Je n'ai pas été renvoyé. D'accord. J'ai décidé volontairement d'arrêter parce que j'ai découvert que cette école n'allait pas, moi, personnellement, m'apporter grand-chose. Voilà, ça c'est sur le plan personnel. Alors, il dit aussi qu'il faut faire toutes les lectures parce que les écrits africains ne disent pas forcément la vérité. Vous dites, à chaque fois quand vous avez des œuvres ici, il s'agit d'œuvres qui encensent les Africains, qui encensent la culture africaine, mais il trouve qu'il faut faire d'autres lectures. Oui, j'ai d'autres œuvres. J'ai lu, j'ai des œuvres, j'ai même montré des œuvres ici de certains auteurs qui ne sont pas africains, mais qui parlent de l'Afrique. Voilà, parce que j'ai dit, je m'intéresse à l'Afrique d'abord, avant de m'intéresser aux autres. Et je ne suis pas ignorant des autres civilisations. Parce qu'on ne peut pas critiquer une civilisation, on ne peut pas critiquer une personne, ou bien on ne peut pas critiquer un système quand on ne connaît pas ce système. Ce n'est pas dans l'ignorance, mais de manière subjective que j'apporte souvent des critiques à d'autres civilisations. C'est que je les connais. Mais j'ai décidé, moi, de m'intéresser à mon continent, à mon peuple, avant de m'intéresser à autrui. D'accord. Et ça avance, ça produit des résultats? Oui, Mohamed, si je pense que, en toute modestie, si je suis sur ce plateau, je pense que c'est parce que j'ai quelque chose à donner, j'ai quelque chose à apporter. Alors, si j'ai écrit la dictature culturelle, ceux qui lisent, la dictature culturelle aujourd'hui est avec des étudiants à l'université. Il y a des étudiants qui sont venus acheter la dictature culturelle parce qu'ils sont en train de travailler sur la culture africaine. Alors, donc, si moi qui ai arrêté peut-être les études au bac, si j'ai pu produire une œuvre aujourd'hui qui aide les étudiants, je pense que c'est une fierté pour moi. Voilà. Et ça rencontre la démarche de M. Fimbra, le directeur de la vie scolaire, qui est en train de faire la promotion de l'entrepreneuriat en milieu scolaire pour capitaliser les acquis, même hors diplôme. Mohamed, tu vois pourquoi depuis 3 ans j'ai dit que insérons la formation à l'école. Parce qu'après le cosmétique, moi je suis allé maintenant me former aussi dans le transit. C'est pour ça qu'aujourd'hui je suis déclaré en douane. Mais il y a des élèves qui viennent avec le BTS en commerce, etc., qui viennent faire des stages auprès de moi. Qui pensent que je suis un expert. Mais il faut pouvoir le fait d'avoir échoué au bac n'a pas été une fin. Non. Donc c'est valable pour tout le monde. Mais on encourage les gens à avoir leur diplôme. Justement. Voilà, c'est ce qu'on peut dire. C'est pour ça que depuis hier, je dis que ne faites pas comme moi. Ne faites pas comme moi. Je n'encourage pas les uns aux autres d'arrêter l'école. Mais moi... Toujours avec M. Kona Wenceslas, et cette fois c'est M. Inabo qui aura la parole. Il dit par exemple que quand M. Seydina a dit que les esclaves étaient traités de façon inhumaine avant l'arrivée des Blancs, ce n'est pas du tout vrai. C'était les esclaves qui étaient égorgés pour adorer les tam-tams parleurs de leur sang. Quand un roi mourait, soit des esclaves étaient tués pour l'accompagner dans sa dernière demeure, soit on enterrait le défunt roi avec des esclaves vivants. La colonisation a limité la barbarie en Afrique. Vous partagez cela, M. Inabo? Bon, pour ma part, je n'utiliserai pas les termes de ce monsieur, mais il est évident que dans les pratiques esclavagistes
qui avait cours en ce moment-là en Afrique, il était courant d'observer que des esclaves étaient tués pour accompagner à leur dernière demeure certains rois, certains monarques. Il était aussi courant d'observer que certains sacrifices rituels humains étaient faits avec des esclaves comme intrants. Voilà. C'est purement culturel. Voilà. Mais je veux dire, mettre fin à la vie d'un être humain qui est considéré comme une chose n'est pas l'apanage de l'Afrique. Voilà. Cette culture-là est presque commune à toutes les civilisations qui ont lieu, ou du moins qui ont eu cours sur la planète Terre. Est-ce que vous êtes d'avis avec lui? Ce qui fait que sa dernière phrase me gêne quand il dit la colonisation est venue, comment dirais-je, limiter la barbarie africaine. L'Afrique ne se distingue pas par ce fait-là, c'est ce que je veux dire. C'est une pratique qui a... Mais c'est cruel quand même. Hein, justement, non, personne ne justifie la bonté de cet acte-là. Je dis que c'est mauvais. Voilà, le mot même en français, c'est la barbarie. Mais je dis que l'Afrique ne se distingue pas par ça. Ce n'est pas un facteur qui permet d'identifier l'Afrique. Ce n'est pas propre à l'Afrique. C'est une coutume, c'est une pratique qui est retrouvée dans presque toutes les civilisations à la surface de la Terre. C'est cela qu'il faut bien mentionner. Quelques civilisations dans lesquelles on trouve ces sacrifices? Non, mais tout naturellement. Prenons d'abord les Occidentaux eux-mêmes qui sont venus nous coloniser. Des photos existent où on les voit porter des crânes humains comme trophées. Ils ont tué, égorgé et éventré ici des résistants africains. C'était pour eux une marque de domination pour casser et saper le moral de l'adversaire qui comptait plus ou moins entreprendre des activités subversives pour mettre un frein à son mouvement de domination. Donc, c'est une action qui est posée. Tout le monde a fait ça. Voilà, que ce soit les Occidentaux et ici. Les cultures aux États-Unis, par exemple, quand les Occidentaux arrivaient pour indexer ce qui est aujourd'hui considéré comme le territoire états-unien, les Indiens qu'ils ont trouvés sur place ont subi le même sort. C'est des gens qui ont été traités pareillement, voilà, tués, ils ont éventré des femmes. Enfin, l'horreur est la chose la mieux partagée de l'humanité jusqu'à aujourd'hui. C'est en cela, justement, que les voix plus ou moins moralistes ont de plus en plus d'écho. Voilà, sinon, tout ce qui est mauvais n'est pas forcément l'identité remarquable de l'Afrique. C'est partagé par le commun des mortels. Donc, est-ce qu'on peut lister ça dans le bienfait de la colonisation? Comme il le dit, la colonisation a limité cela. C'est faux d'attribuer la limitation la disparition de ces pratiques-là à la colonisation. Ce n'est pas juste de présenter ça comme ça. Porter atteinte à la vie d'un être humain fait partie des normes, fait partie des actions qui ont été interdites par des mouvements plus généraux, comme les textes émanant de l'ONU et autres. Je veux dire, il y a des organisations internationales qui ont milité sur la base de textes pour que ces choses-là s'arrêtent. Ce n'est pas le français qui est venu dire à partir d'aujourd'hui, on ne tuera plus d'esclaves ou choses. Ça ne s'est pas passé comme ça. Très bien. On va aller commencer. 2 minutes, hein, on va donner la priorité au téléphone. Makori, je ne suis pas sûr que M. Ouattara soit là, malheureusement reparti. Alors, Seydina? Ce que je voulais dire, Mohamed, bon, d'abord, j'ai toujours dit sur ce plateau, l'esclavage en Afrique ici, on a un problème de langage, puisque la langue française n'est pas notre langue, on n'arrive pas franchement à distinguer l'esclavage occidental, l'esclavage par rapport à l'esclavage africain. Bon, là, je ne vais pas aller dans ce détail. Là, Inabou n'a pas été d'accord avec vous. Oui, un esclave, c'est un esclave. Là, en fait, on a un problème. C'est-à-dire que c'est une réalité aussi. Hein, ce que je viens de dire, c'est une réalité. On a un problème de langage. C'est pour ça que lui et Diop ne s'entendaient pas la dernière fois. Et j'ai bien dit qu'on ne peut pas l'expliquer parce qu'en français, ça veut dire la même chose, en anglais, ça veut dire la même chose. Or, dans nos ethnies, c'est différent. Maintenant, ce que je voulais dire... Quelle peut être la différence entre deux esclaves? Non. Un esclave pointé du doigt par le français, un esclave considéré comme tel par la... Si je dois donner des explications, il faut que je parle dans ma langue maternelle, parce que je ne pourrais pas... Voilà, donc c'est pour dire... Maintenant, ce que je veux dire, Mohamed, dire que ces actes de barbarie, qu'on tue des esclaves par rapport à l'enterrement des rois et autres, je ne vois pas... J'ai entendu parler, mais sincèrement... Je ne peux pas confirmer que j'ai lu des documents ou j'ai vu des documents dans mes recherches qui parlent de ces genres d'histoire. Mais je sais par contre que en 1232, 1235, 36, quand Soundiata Keita faisait la première constitution des droits de l'homme, il a été dit, la première fois, c'est toute vie est une vie. C'est-à-dire le respect de la vie humaine.
Le respect de la vie humaine a été prôné dans cette constitution. Ouais, mais si cet article a existé, c'est parti d'un constat, c'est pour faire arrêter. C'est pour dire que quand vous il y a des gens. Quand vous mettez en doute l'existence de cette pratique, cet article-là vient dire, vient montrer que ça a certainement existé. Il y avait des rois sanguinaires, il y avait des individus sanguinaires, ça c'est clair. Mais que ça soit dans des coutumes et des traditions, c'est ce que je déplore. C'est ce que je dis non, que je ne suis pas forcément. On revient tout de suite. On revient. Voilà. Commune d'Adjamé avec M. Fofana, il est au 22 42 54. Bonjour Fofana. Bonjour monsieur. Merci d'être avec nous Fofana. Nous faisons le point du mois de juin 2015 sur On garde le contact. Lequel des sujets vous intéresse aujourd'hui? Ok, il y a longtemps que je pense à Jean de l'émission qui y participer. Donc, en fait, je dis que là, c'est vraiment indépendant. Nous sommes ou non indépendants? Là, on n'a jamais été indépendant. On l'a jamais été. Mais on n'a jamais été indépendant. Alors, expliquez-nous, qu'est-ce qui vous permet de dire ça, par exemple? Parce que tout le monde ne sera pas d'accord avec vous. On ne peut pas quelqu'un être indépendant, tandis que si les lois sont importées à quelqu'un d'autre que toi. Toutes les décisions viennent d'ailleurs. Si je vois qu'on dit que nous sommes indépendants, les lois fondamentales n'ont jamais été choisies par le peuple, la métropole du Ivoirien. C'est une loi qui vient d'ailleurs, homosexuelle, l'intelligence des enfants de travailler, le mariage précoce, tout en ancien imposé. C'est-à-dire les plans, j'ai l'impression qu'ils ne sont pas indépendants, puisqu'ils ne les arrangent pas eux. D'accord. On nous dit non, il faut changer, ça c'est pas bon, voilà, c'est bon pour ça. Voilà comment tu vas éduquer ton enfant. Si ça c'est indépendant, tu es souverain, c'est ça. Mais si ton voisin te donne l'ordre, voilà comment tu dois faire ton enfant. Voilà comment tu dois éduquer ton enfant. Voilà comment tu dois corriger ton enfant. Mais en et à la souveraineté. D'accord. On a pris l'essentiel. Hein. Il y avait un écho ici en studio. On a eu l'essentiel. Il trouve que le continent n'est pas encore indépendant. Bon, tout le monde ne sera pas d'accord aussi avec ça parce que nous ne voyons pas en quoi nous ne sommes pas indépendants. Ça ne se voit pas du tout comme ça. C'est peut-être dans certains actes ou certains faits qu'on pourra le démontrer. Sinon, à la tête des États africains, il y a des dirigeants élus par des Africains. Nous avons nos libertés d'aller et venir. Donc, je pense que... En fait, c'est un débat, c'est en quelque sorte un puits sans fond. Tout part des conceptions que chacun se fait. Voilà. Il faut retenir que la notion d'indépendance est plus empirique, expérimentale que textuel ou conceptuel. Il ne s'agit pas de donner un concept en tant que tel pour dire tous les pays d'Afrique sont indépendants. Voilà, c'est quelque chose qui se vit, qui s'expérimente. Qu'est-ce qui, dans nos attitudes, en tant qu'Africains se proclamant indépendants, nous arrivons à faire ou nous n'arrivons pas à faire? Est-ce qu'en l'état actuel des choses, il y a des choses qui nous sont permises? Est-ce qu'en l'état actuel des choses, en tant que pays souverain, il y a des choses qui nous sont refusées? Est-ce qu'on a la liberté de certains choix qui relèvent de notre souveraineté ou pas? Voilà autant de questions qu'il faut se poser et au baromètre desquelles on peut mesurer notre indépendance ou pas. Sinon, le tout n'est pas d'alléguer l'indépendance. Le tout est de confronter ce que nous vivons avec des normes très claires qui puissent nous permettre de mesurer si nous sommes indépendants ou pas. Voilà, nous vous passons un extrait du mardi 8 juin. Il était question de décolonisation. Est-ce que ce acte-là a tenu ses promesses? Ce jour-là, en plateau, nous avions Ismaël Diop, M. Siloué Founigué, qui est étudiant et qui est le président du club panafricain universitaire, et aussi quelques interventions téléphoniques. Et tout à l'heure, nous allons sur la toile et vous aurez la parole. On revient alors. Ce n'est pas de gaieté de cœur que l'indépendance nous a été octroyée. Et on parle surtout d'indépendance octroyée. Parce que les gens ont compris, lorsque nos leaders nationalistes ont poussé les gens dans la rue, ils ont fait la course de vitesse véritablement pour diviser, pour mieux régner, pour pérenniser un peu les frontières coloniales qui sont en réalité des traces de coups de couteau qui aujourd'hui nous empêchent véritablement de pouvoir entrevoir un État fédéral africain solide qui puisse faire face véritablement aux défis du continent. Je pense que c'est l'ambition véritablement du colonisateur. Parce que là, ils sont partis, mais ils ont bien voulu nous maintenir dans un système
qui fait en sorte que nous puissions les être redevables. Nos dirigeants ont fait ce qu'il fallait, de mon point de vue, parce que quand on prend la Côte d'Ivoire en 1950 et on la prend actuellement, ou par exemple dans les années 80, on voit qu'un travail a été abattu. C'est pour dire en fait que la décolonisation a tenu, comment dire, pour moi, a tenu à 50% des promesses. Il y avait combien d'intellectuels qui pouvaient tenir ce système-là? Ça n'existe presque plus. Mais aujourd'hui, on a la chance. Comme je vous dis, on est indépendant depuis 50 ans, mais aujourd'hui, on nous compare aux grandes nations. On veut que l'Afrique, ces jeunes nations-là, gèrent comme les Européens gèrent. C'est parce qu'il y a une élite qui s'est créée, il y a les ressources maintenant humaines il faut juste, avec le potentiel qu'on a, adapter maintenant. Parce qu'il n'y a plus possibilité de faire un changement radical. Voilà. Maintenant, il faut adapter. Nous allons au Mali retrouver M. Sanogo qui était en ligne hier. Sanogo, bonjour. M. Sanogo, un problème de connexion. On pourra le reprendre. 22 42 54. S'il nous suit, il pourra toujours intervenir. Nous allons sur la toile retrouver M. Benoît Tinebois. Bonjour à toute l'équipe. Je pense que nous devons nous en prendre à nos politiciens et non à nos colonisateurs. Après les indépendances, les leaders africains ont tout fait pour qu'ils aient la paix dans leur pays, mais les soi-disant intellos qui étaient chez les colons sont venus tout foutre en l'air en accusant les colons à tort. Les réalités sont aujourd'hui là. Donc, l'accusation faite aux colons n'est pas une bonne accusation, n'est pas bien vue par M. Benoît. Pour lui, le problème est endogène. Il faut absolument trouver des solutions en interne ici. Il n'a pas totalement tort, parce que nos élites aussi ont des responsabilités là-dedans. Parce que si le peuple a confié son destin à un individu, je pense que l'individu devrait comprendre qu'il a une lourde responsabilité d'amener ce peuple-là à bon port. C'est-à-dire nous permettre de vivre dans l'aisance, c'est-à-dire que nous permettre de vivre dans la liberté, nous permettre de vivre dans la responsabilité, en s'occupant de nous régulièrement, en s'occupant de nous sérieusement. C'est-à-dire sur le plan santé, sur le plan éducation, sur le plan logement, sur le plan nourriture, etc. Or l'élite qui était là, qui existait, je pense bien que avait une mentalité de pouvoir remplacer tout de suite le colon lui-même en tant que tel, parce qu'eux-mêmes, je pense qu'ils travaillaient pour eux-mêmes. Parce que l'élite, il faut reconnaître, si aujourd'hui en Afrique ici, beaucoup pensent que être bourgeois, être à l'aise, c'est devenir blanc, c'est que nous avons appris. Nous avons appris par rapport à ceux qui, dans les années 60, nous ont éduqués dans ce sens. Avec le temps, de plus en plus d'Africains, avec le temps, on comprend que, je vais dire, le bonheur n'est pas forcément la copie du bonheur d'autrui. On peut être dans le bonheur en restant soi, pas en étant forcément fermé aux autres, mais on peut avoir du bonheur. Il y a quelque chose que je voulais terminer. C'est que l'élite aussi n'a pas dit la vérité au peuple. D'accord. Parce que si l'élite avait dit au peuple que j'ai les mains liées, peut-être que le peuple allait prendre certaines responsabilités. Commune de Makori, M. Yapo est en ligne. Bonjour Yapo. Oui, bonjour monsieur. Merci d'être avec nous. Nous faisons le point du mois de juin 2015 aujourd'hui. Lequel des sujets vous intéresse? Vous voulez qu'on vous... Concernant la colonisation. La colonisation. Oui. D'accord. Le bienfait ou... la question est la suivante. La colonisation a-t-elle été bénéfique pour l'Afrique? Tout ce que je peux dire, vous m'écoutez? On vous suit. Vous m'entendez? On vous entend, M. Yapo. Oui, tout ce que je peux dire, seulement que l'Afrique n'est pas totalement indépendante de façon économique. C'est tout ce que je peux vous dire, de façon économique. Vous détaillez ça comme le font nos chroniqueurs sur ce plateau, parce qu'on n'a pas, tous les pays africains n'ont pas leur monnaie, c'est ça? L'Afrique francophone en particulier n'est pas indépendante de façon économique. Donc l'indépendance... C'est tout ce que je peux vous dire. D'accord, merci beaucoup. Merci à ceux qui nous suivent depuis la commune de Makori. Récapitulatif, juin 2015, nous avons parlé de l'Afrique précoloniale à nos jours. Nous avons parlé de la colonisation, l'impact de la colonisation sur la marche du continent, la décolonisation
a-t-elle tenu ses promesses, et aussi les 50 ans d'indépendance des pays du continent africain. Est-ce que le tableau est reluisant selon vous? Si oui, vous nous appelez, sinon vous faites le même exercice, ou encore vous nous écrivez par sur notre page officielle facebook.com/on garde le contact. Monsieur Serge Mathieu Ncho est sur la toile et dit ceci: ce qui est d'autant plus compréhensible car c'était le but de leur arrivée sur ce continent, celui de conquérir de nouvelles terres. Il appartenait à nos sociétés de pouvoir copier au mieux leurs connaissances. L'Afrique subsaharienne est un peu en retard aujourd'hui parce que nous n'avons pas su anticiper et faire des projections sur notre avenir. Il se trouve qu'aujourd'hui, 50 ans d'indépendance après, beaucoup de pays nous ont dévancés. Parlant de la Côte d'Ivoire, il nous faut alors nous inspirer des modèles de réussite que sont les pays comme le Maroc, le Kenya, et voir plus loin pour nous repositionner sur le continent, une chose qui était visible et perceptible au début de l'indépendance. Monsieur Inabo, cette analyse vous sied? Bon, elle ne me sied pas en ce sens qu'il y a plusieurs démembrements de ce qu'il dit qui ne rentrent pas exactement dans ma perception des choses. Copier par exemple le bon modèle chez le colon. Justement, il ne s'agit pas de parler de modèle du colon. De toute façon, aujourd'hui où nous sommes, nous avons vu que cela a apporté ses limites. Le modèle du colon n'est pas approprié aux réalités de l'Afrique. Il n'y a rien à copier là-bas. Il faut simplement adopter un modèle qui corresponde à nos réalités ici en Afrique. Et c'est de ça que nous parlons. Ce que j'ai dit concrètement à ce sujet, c'est que... Peut-on faire un déballage de ce modèle-là? Oui, c'est de ça que je vais parler. Ce que j'ai dit à ce sujet, c'est que nous avons voulu, en copiant l'Occident, partir sur des bases individualistes, c'est-à-dire faire le chacun pour soi. Chacun réfléchit à sa perception de son développement propre et on essaie de se lancer sur cette base-là. Ça ne peut pas marcher parce que individuellement nous sommes faibles. Ça ne peut pas marcher parce que individuellement ce que nous possédons n'est pas suffisant pour faire face à nos propres besoins. Nous sommes confrontés à une population qui a éclaté aujourd'hui, 50 ans après les indépendances, mais tous nos projets économiques, macro comme microéconomiques, sont basés sur, sont repliés uniquement sur nos petits territoires délimités par la colonisation. Ce que je veux dire, je reviens sur un exemple concret que je prends toujours. Tenez, le Mali et le Burkina Faso, par exemple, se disputent la première place de producteurs africains de coton. Se dispute la première place africaine de coton. Moi, je dis que si le Mali, avec la force qu'il a en ce moment, je veux dire la faible force, parce que c'est un pays économiquement faible, ne peut pas se doter d'infrastructures pour faire de ce coton-là un produit fini, pourquoi ne pas réfléchir dans un cadre commun de la CEDEAO, par exemple, à développer des infrastructures, des usines qui vont traiter ce coton-là depuis le champ jusqu'à fournir, par exemple, le tissu nécessaire à faire la veste ou le pagne que porte Seydina. Voilà de quoi il s'agit. Quand on ne fait pas ça, le Malien, avec ses faibles moyens, cherche à vendre à celui qui a les usines son coton. Quand ce dernier dit « vends-moi ton coton à 10 francs », quand la valeur du coton est à 100 francs par exemple, il ne peut pas faire autrement que de vendre ce coton-là à 10 francs et il demeure pauvre. Pourquoi? Parce que s'il ne vend pas à 10 francs, ça va lui rester entre les mains. Sur place, il n'a rien. Il n'a rien pour faire de ce coton-là le produit fini dont il a besoin. Vous comprenez? Faisons des usines de coton. Ça va donner du travail aux gens qui sont ici en Côte d'Ivoire et aussi aux gens qui sont au Mali. Faisons des usines de transformation de cacao. Faisons des usines d'extraction de minerais au Niger. Faisons des usines pour la pêche industrialisée sur les côtes de la Côte d'Ivoire et du Sénégal. Vous comprenez un peu, c'est dans une vision commune globale. Faisons un chemin de fer qui part de Dakar, qui longe la côte en passant par la Sierra Leone, le Libéria, la Côte d'Ivoire, le Ghana et le Bénin, jusqu'à se retrouver au Cameroun. Faisons ça. Mettons ensemble nos forces, exploitons ensemble nos richesses, nous serons plus forts. Interconnecter les nations en évitant la concurrence. C'est le meilleur modèle ici. Et ce modèle a marché ailleurs. Seydina, Mali, Bamako, Sanogo, ça fait la 3e tentative. Monsieur Sanogo, nous espérons que cette fois sera la bonne. Bonjour Sanogo. Monsieur Sanogo. Oui, alors, Maître Sanogo. Merci d'être avec nous. Vous nous appelez de quelle ville? Oui, bonsoir, Maître. Merci d'être là. Oui, je disais, affaire d'esclavage là, c'est pas tous les ethnies qui faisaient ça. D'accord. Voilà. On vous écoute.
Voilà. Sinon, tu peux prendre, comme il y a une livre d'histoire qui en dit Mandé de fort, c'est de la fait bien comprendre, mais Mandé pour favor. L'histoire des Mandingues, il n'y a pas eu ces façons-là dans l'histoire des Mandingues. D'accord. Seydina l'a dit ici. Hein. Voilà. Mais je vais donner mon numéro à Seydina. Peut-être moi et lui, on peut se comprendre. Là, après, on m'a rappelé. Là, je vais l'expliquer bien. D'accord. Vous laissez votre numéro au standard. Miss Aïcha Bakayoko est là-bas. Celle qui va prendre le numéro tout de suite. Voilà, sinon, voilà. Vous laissez le numéro. Voilà, mon numéro, c'est 80. Non, laissez là. D'accord. Vous laissez l'autre côté. Sinon, vous allez recevoir trop de coups de fil. Merci. Merci. Une autre question sur ce plateau durant le mois de juin. Si l'Afrique... Je voulais, comme on appelle, apporter un additif sur ce que le frère vient de dire. C'est-à-dire que tout ce que tu viens de dire est réalisable si l'élite n'était pas, d'une manière ou d'une autre, trop portée sur les restos. D'accord. C'est ce que je suis en train de parler. Les monopoles des importations et des exportations, si nos élites ont tous des ressources là-dessus, ou bien si c'est leurs fils ou bien leurs cousins qui gèrent ce genre de choses, vous allez voir qu'on ne va pas développer l'industrialisation ici en Afrique. Et ça, c'est l'un des plus grands problèmes en Afrique ici. Voilà. Mais Inabo disait qu'il fallait se mettre en ensemble. Oui. Ce sont les grands ensembles qui fonctionnent. Parce que se mettre en ensemble, ça veut dire que, comment on appelle ça? On s'ignore pour l'autre, pour tout le monde. Ça veut dire qu'on n'est pas égoïste. C'est-à-dire qu'on veut qu'il y ait voilà, le bien. On cède une partie de justement, on cède une partie de soi. Or, les gens ne sont pas prêts pour ça. Chacun veut vivre une certaine bourgeoisie et les autres sont qu'à se débrouiller. Voilà. Or, tant que c'est l'élite qui pense comme ça, on ne pourra pas arriver à ce qu'il est en train de dire. Très bien. Donc, si on proscrit ce comportement et si on applique ce qu'a dit Inabo, et c'est en route avec des ensembles, la CEDEAO, voilà. Donner force à ces ensembles-là. Alors, l'intervenant a cité deux pays, le Maroc et le Kenya. Je parle toujours de Serge Mathieu Ncho, qui est sur notre page officielle. Est-ce que ces exemples sont portés par des ensembles ou ce sont des efforts aussi Concernant le Maroc, il y a une nouvelle politique géostratégique qui est en train de naître avec le monarque actuel. Et ça, c'est louable, il faut le noter. Il est en train de redéfinir une nouvelle approche de l'Afrique. Il est en train de se comporter comme quelqu'un qui pense différemment l'Afrique, en fait. Il est en train de donner à l'Afrique un certain leadership, à l'Afrique réconciliée et réunie un certain leadership. Ce que je peux faire chez le voisin pour l'aider à sortir la tête de l'eau, je le fais. Voici en quelques mots ce que le roi du Maroc est en train de faire. Et vous verrez que le roi du Maroc se déplace comme, par exemple, un président occidental le fait. Il fait des tournées africaines. Il fait des tournées africaines. Il s'implique, son royaume et lui, dans la vie des autres. Il donne un peu de lui à chacun des pays où il va. Il vient ici, il discute avec toi sur tes problèmes récurrents dans lesquels il peut t'aider. Beaucoup de conventions sont signées. Quand il part d'ici, il va chez le voisin, etc., etc. Il fait une tournée et il revient. On réfléchit après à la mise en application. Il devrait en être de même. Quand notre président, par exemple, va au Burkina, au Mali, au Togo, etc., il devrait en être de même. Quand le président sud-africain va au Kenya, en Tanzanie, en Côte d'Ivoire, etc., il devrait en être de même dans tous ces domaines-là. Frère Inabo, le cas du Maroc est un cas historique. Parce que le Maroc même est une puissance historique. Depuis les années 1400, 1500 et autres, le Maroc a démontré sa puissance, même militaire, en envahissant certains empires africains. Et puis, sur le deuxième plan, le Maroc culturellement est fort. Parce que c'est ce que nous prenons, si nous revenons sur nos valeurs historiques et nos valeurs culturelles, obligatoirement on va au développement. Et c'est ce que les Marocains sont en train de faire en ce moment. Ce qui est intéressant de noter dans le cas du Maroc, et sur quoi même j'appuie mon développement, c'est que le Maroc est un pays arabe. Okay? Le Maroc fait partie du corpus des pays arabes du nord de l'Afrique. On a longtemps assisté à une vie presque en autarcie de ces pays-là. Il y a une solidarité qui semblait ne se limiter qu'à ces pays-là. Aujourd'hui, nous observons avec grande joie que le Maroc est en train de tirer l'ensemble de ces pays-là vers une collaboration qui se rapporte, qui se déverse sur l'Afrique subsaharienne. C'est ce qu'il y a d'intéressant et que je voudrais relever. Bien noté. Mamourou Touré sur la toile. Bonjour, je pense que la richesse du sous-sol africain n'est pas une garantie de développement. Au regard des 50 ans d'indépendance, l'Afrique a reculé du point de vue des valeurs morales. Il faut bien que les générations entières acceptent de souffrir. On va s'arrêter là.
pour donner la parole à notre ami qui nous appelle depuis la Riviera. C'est Koné ou Conan, Fatou? Monsieur Conan, voilà, il est à la Riviera. Conan, bonjour. Monsieur Conan, nous n'avons pas de retour. Alors, l'autre question qui a été posée ici le 16 juin dernier concernant l'Afrique, c'était la colonisation ou non de l'Afrique. Voilà. Et si on n'avait pas été colonisé, à quel stade de développement serions-nous aujourd'hui? Hier, nous avons passé des séquences d'invités sur ce plateau. Aujourd'hui, nous vous passons d'autres séquences. Une liste d'un minimum de 150 inventions faites par des Noirs. Il n'y a pas deux continents dans le monde d'où peuvent provenir les Noirs. Il n'y a qu'en Afrique qui est le berceau des Noirs. Je ne vais même pas parler de l'humanité d'abord. Et ces gens-là, on en trouve de toute nationalité, mais leur racine, c'est l'Afrique. Ce que je veux dire, c'est que l'intelligence humaine n'est pas conditionnée par la couleur de la peau. Elle est conditionnée par l'environnement. Quand on est dans un environnement propice, on aboutit à des résultats concluants. Quand on est dans un environnement embrouillé, comme j'aime à le dire, on se comporte de façon brouillonne. Donc les différentes inventions qui sont là n'ont aucun rapport avec la colonisation. Moi, mon souhait, c'est que l'Assemblée nationale ici, qui vote les lois, décide que jeudi, vendredi ou lundi soit consacré au port des tenues africaines. Et vous allez voir, ça va nous enrichir énormément sur le plan d'abord de la dignité, sur le plan de la fierté et beaucoup plus sur le plan financier et économique. Donc voici moi ce que je pense. La colonisation a fait des dégâts, on n'en avait pas besoin parce qu'ils ne nous ont rien appris, okay, les Occidentaux. Au contraire, ils sont venus piller ce qui était beau ici, ils sont allés développer, transformer et puis ils sont venus nous revendre, nous imposer cela. Je dis aux Africains, mettons-nous au travail pour notre développement. Mais en même temps, celui que tu dis demande de se mettre au travail a un autre problème, qui est le problème aussi mental. Parce que mentalement, spirituellement, physiquement, on a été dépossédés. Mais c'est une réalité. Et arrêtons de prendre des exemples entre l'Afrique et l'Asie. On se trouve toujours est-ce qu'on se comprend? excuses. Non, ce n'est pas des excuses, c'est une réalité. Non. C'est une réalité. Ça dure maintenant 60 ans. Moi-même, excusez-moi. Je vais terminer par ceci. Je vais terminer par ceci. Quand on parle de l'indépendance, quels sont ceux qui ont pris le pouvoir quand on parle de l'indépendance? Est-ce que depuis les années 60 jusqu'au jour d'aujourd'hui, vous voyez la culture ivoirienne, la culture burkinabé ou malienne s'exprimer comme ça dans les instances de prise de décision? Non. Si, pour le Burkina, on peut dire oui, Seydina. Le Burkina, grâce à et de plus en plus, la culture s'exprime. Grâce à Thomas Sankara, parce que les 4 ans quand même de Thomas Sankara passé au pouvoir avec la volonté. Même ces jours aussi. Non, je viens, ça a commencé par là. Si on cite un exemple, par exemple, c'est la capitale du cinéma africain. Oui, si on parle du cinéma africain. Qui a développé le cinéma là-bas? C'est lui que je suis en train de dire. Parce que même comment on appelle ça? La Guinée, voyez-vous, les présidents africains qui ont souvent pris la responsabilité pour amener une certaine révolution se sont appuyés sur les cultures. Parce que, voyez-vous, après les indépendances en Guinée, il y avait plein de problèmes. Mais c'est sur la culture que Sékou Touré a pu réussir à amener les Guinéens quelque part dans le développement. C'est pareil. Bembeya Diaz, l'orchestre. Justement, Bembeya Diaz. Est-ce que ça n'a pas montré ses limites plus tard? Non, ça a montré ses limites en 1984 après sa mort. Après sa mort, sa politique culturelle, sa politique économique n'a pas été suivie. Malgré tous les problèmes, malgré tous les obstacles qu'il a eu, c'était la même chose. Pareil pour Thomas Sankara. Pour rebondir sur la question culturelle et ma théorie des grands ensembles africains qui pourraient nous faire sortir du naufrage, je veux dire ceci. Notre frère tout à l'heure à la télévision a dit qu'il serait intéressant qu'on décrète par exemple un jour où tout le monde serait en tenue africaine, etc. Tout ça. Bon, il y a beaucoup de femmes qui nous suivent. Elles connaissent bien le pagne. Voilà, je peux me tromper. Mais pour ce que je sais, les pagnes dits hollandais, c'est-à-dire qu'ils sont importés de Hollande, ont plus de crédit et de valeur dans la conscience africaine que nos pagnes qui sont fabriqués ici dans nos usines. Comprenez bien quelque chose. Comprenez ce que cela signifie. Parce que là, c'est ça qu'il y a de culturel, en fait. C'est ça qu'il y a de culturel. Quelqu'un a parlé ici d'une Afrique dépossédée. Moi, je dis, réapproprions-nous nos richesses. Si la culture
qui sort du champ de coton est maîtrisé par nos propres ressources, dompté ici, passé en usine ici et sorti dans les différents comment dirais-je, modèles que nous voyons, on n'a pas de raison d'être complexé. Je vais vous dire un truc qui va vous surprendre. Le couturier de Will Smith, le couturier de Brad Pitt, le couturier de George Clooney, c'est lui qui fait leur costume. Et plusieurs autres acteurs de type occidentaux, dont je ne vais pas citer tous les noms ici, est un Ghanéen qui a pignon sur rue, voilà, dans les plus grandes rues de Londres, okay, qui est presque tout le temps sollicité par la jet set américaine. Je veux dire que le talent, comme je disais tantôt, n'est pas lié à une question de peau, mais d'environnement. Donnons-nous cet environnement-là. Donnons-nous cet environnement-là. D'accord. Et pas seulement pour les femmes, hein, dans le cadre du pain, à plusieurs niveaux, ça s'est fait ici. Tout ce qui vient de l'Occident a plus de crédit. Même dans les émissions de divertissement, on accordera plus d'espace. Ça se voit, hein, les espaces sont accordés aux artistes et aux clips venant d'ailleurs. Et je pense qui ne savent même pas forcément l'existence de ces chaînes de télé. Et vraiment au détriment de ceux qui sont sur place. Ismaël Koulibaly, bonjour Mohamed, ainsi qu'à toute votre équipe. Je voudrais dire tout simplement que la colonisation nous a fait plus de bien que de mal. C'est en ce sens que l'on affirme, à défaut de nous conduire au paradis, la colonisation nous a mis l'Afrique sur la voie du développement. Ça au moins il faut le reconnaître. Voilà, Ismaël Koulibaly. Seydina, à défaut de nous amener au paradis, ça nous a mis sur la voie du développement. Donc, Ismaël a dit ce qu'il a appris. Ismaël a dit ce qu'il a appris. Il n'a pas inventé ce qu'il est en train de dire. C'est pour ça que nous disons qu'il est intéressant qu'on puisse montrer la vraie face de l'Afrique aux Africains. Voilà. Si Ismaël savait très bien ce qu'était l'Afrique avant la colonisation, l'Afrique avant l'esclavage, je pense qu'il allait revoir ce qu'il vient de dire là. Mais même dans sa phrase, quand il dit à défaut de nous amener au paradis, qui lui a dit que l'intention de la colonisation était d'amener l'Afrique au paradis? Il s'est dit par exemple, à force de tirer à boulet. Voici la vraie question. L'intention avouée comme inavouée de la colonisation n'a jamais été de nous conduire sur le chemin du paradis. Le colon voulait s'emmener au paradis, lui le colon. Et ce qu'il lui fallait, c'était des richesses supplémentaires. Voilà la réalité qu'il faut qu'Ismaël sache. Voilà. Et je dis avec cette image que je ne veux point lâcher, quand le colon vient nous maltraiter avec des machettes, du fusil, et qu'à un certain moment il est parti et qu'il a laissé ces instruments-là sur place, si je vois une biche et que j'ai faim et que j'utilise ce fusil pour tuer la biche, le mérite ne revient pas au colon. Parce que ce n'était pas dans son intention de m'apprendre à chasser quand il amenait ce fusil-là chez moi. C'est clair. La preuve en est qu'à Conakry, quand Sékou Touré a dit non, même les ampoules ont été détruites. Les ampoules, les fils électriques, tout a été détruit là-bas pour partir avec. Voilà. Vos références à Sékou Touré, Thomas Sankara et autres, bon, comme les pays sont encore là, je pense que le développement dans les grands ensembles là, c'est une voie qui est visiblement intéressante et la bonne parce que les pays dits développés, les pays dits développés sont dans des grands ensembles et cela se voit. Voilà, et ça marche. Je veux dire les BRICS, les pays dits émergents aujourd'hui, qui sont eux-mêmes pour la majeure partie des pays des sous-continents, se mettent en ensemble qu'on appelle les BRICS, Brésil, Russie, Chine, Afrique du Sud. Et les pays occidentaux se mettent dans un grand ensemble, l'Union européenne, en train de lutter même pour que la Grèce ne touche pas le fond. Ça, c'est un exemple de solidarité, un intérêt d'être dans un ensemble. Sinon, la Grèce allait avoir des problèmes. Je suis panafricain. Oui. Je suis panafricain, mais quand il y a des exemples à prendre, il faut prendre des exemples concrets. C'est pour ça que je prends souvent l'exemple de Sékou Touré, l'exemple de telle personne. Je ne vais pas prendre des exemples ailleurs. La Guinée, c'est tout près ici, le Burkina, c'est tout près ici. C'est pour ça que ce n'est pas le fait que j'ai dit que individuellement... À ça, certains imposent aussi les indices de développement de ces pays-là aussi. Hein. Non, Mohamed, c'est que oui, mais c'est des pays qui la Guinée, par exemple, le cas de la Guinée, c'est un pays qui a été saboté. Hein. Ça, il faut le dire aussi. En 1958, ce pays a été saboté parce que quand ce pays a décidé de quitter ce qui représentait l'Afrique occidentale française d'alors, il a été injecté une très grande dose de faux billets sur le marché local pour faire déprécier la monnaie locale. Avant même cela, la Banque centrale de la Guinée a été pillée, ainsi que le trésor guinéen. Dernière intervention au téléphone, permettez-nous de prendre le téléspectateur, il est au standard depuis un moment. Bonjour.
Bon, voilà, je pense qu'il est parti. On va se faire un tour d'horizon concernant les brèves et l'actualité. On se revoit juste après quelques secondes. Alors, M. Inabo, vous êtes réveillé d'un pied ce matin, parce que dès que je me réveille et que je me connecte sur votre page pour prendre de vos nouvelles, il y a un hashtag adulte et consentant. Et le texte, c'est le suivant. Voici la nouvelle excuse de ceux qui se taguent d'être respectueux des choix sexuels des autres. Tant qu'ils sont des adultes et consentants, ils ont le droit de, point de suspension. On les voit sur Facebook se donner des profils arc-en-ciel et se moquer des arguments de ceux qui arguent de la crainte de Dieu pour s'opposer aux tendances sexuelles contre nature de ces derniers temps. Messieurs, mesdames, les respectueux du choix d'autrui, acceptez mon expression, vous acceptez pire déjà. Serez-vous d'accord sur la base de votre logique et vous énumérez quelques relations que le frère et la sœur, adultes et consentants, bien qu'enfants d'une même mère, couchent ensemble et se marient. Il n'y a pas de réponse, mais qu'est-ce qui vous a amené à aujourd'hui lancer ce hashtag? Voilà, en effet, je me suis levé du bon pied et j'ai pris mon pied avec ce poste. Maintenant, ce qu'il faut dire aux gens qui ont lu et qui ont conversé énormément avec moi, plus en inbox que sur la page. Ça fait réagir. Je veux leur dire que le but du poste n'est pas adressé aux homosexuels. Je ne condamne pas les homosexuels, mais je ne les aime pas. Ça, il faut que je précise. Je n'aime pas les homosexuels. Je suis homophobe et je suis fier de l'être. Mais dans ce poste-là, ce n'est pas l'objet de ma condamnation. L'objet de ma condamnation, c'est les gens qui veulent justifier leur tolérance vis-à-vis de ces pratiques-là. L'argument qu'ils avancent, c'est que ces gens-là sont adultes et consentants. Donc, ils ont le choix de faire ce qu'ils veulent. Moi, je leur dis que si la raison est juste adulte et consentant, est-ce qu'une mère qui a un fils adulte, parce que les deux sont adultes et consentants, peuvent coucher ensemble et se marier? Donc, il ne faut pas qu'on se cache derrière la notion d'adulte et consentant pour transgresser les règles de morale élémentaires qui, somme toute, sont le fondement, le ciment d'une société stable. Merci de nous éclairer, parce que ça va attirer notre attention. Certains pays africains sont consentants également par rapport à cela. D'autres pays africains trouvent que c'est contraire à la culture africaine. La suite, c'est toujours concernant les concours et examens. Le bac a lieu, les épreuves écrites ont été lancées. Nous souhaitons bonne chance à tous ces candidats-là, mais nous revenons sur le concours de la fonction publique, le nombre de postes à pourvoir cette année. Hier, nous avons annoncé l'ouverture du concours, mais aujourd'hui, il y a plus de détails. 8442 postes à pourvoir pour cette année, et à savoir 3895 au titre des concours de recrutement, 1245 postes au niveau des concours directs et 3302 postes pour les concours professionnels. En tout, 282 concours seront organisés au cours de cette session contre 206 en 2014 pour 4361 postes budgétaires alors vacants. Alors, l'innovation pour cette année, c'est que les candidats au concours de la fonction publique ne paieront plus beaucoup de transport pour déposer leur dossier. Via la poste, ils peuvent déposer leur dossier. On ne paye plus rien sur place. Les paiements se font par transfert d'argent, par mobile money. Et aussi, le nombre est croissant cette année. Alors, on accueille avec beaucoup de bonheur ces innovations et aussi le nombre croissant de postes à pourvoir. C'est oui ou non? Bien, mon inquiétude, c'est que, est-ce qu'on parle de 8442 postes à pourvoir? Est-ce que c'est de former 8442 personnes et puis après les laisser? Ou bien est-ce que c'est de former 8442 personnes pour pouvoir les insérer dans le tissu économique et social? Bon, c'est ça qui est mon inquiétude. Parce que, garantie, hein. Voilà, parce que si c'est garanti, parce qu'on a vu ici, il y a eu plein de formations ici. Chaque année, on lance les concours, les gens sont formés, mais ceux qui sont formés n'ont pas encore eu de boulot. La question n'est pas vraiment pessimiste. De toute façon, les systèmes de concours dans tous les pays d'Afrique noire ont toujours été problématiques. Seulement, j'espère
que cette année, avec ces innovations, ce qui a été prévu d'être corrigé sera corrigé. Je me dis qu'on a voulu éviter des problèmes qui ont terni l'image de l'organisation des concours. Et j'ai foi en tout cas en ces nouvelles mesures-là. J'espère qu'elles vont apporter les corrections pour lesquelles elles ont été créées. Voilà, l'autre image est en face de Bonfils. Hein. Il s'agit d'une situation qui a été décrite par M. Venance Konan comme une comédie face au développement. Il y a 15 ans, les images que vous voyez là étaient des images reluisantes, mais ces images datent de ces 48 heures. C'est la dernière page de Fraternité Matin de ce jour. Le décor qui était sur les boulevards ici à Cocody présente ce visage-là aujourd'hui. Hein, voilà. Il y a 15 ans, c'était beau. Ce que vous voyez là était vraiment futuriste, mais aujourd'hui, voici ce que ça donne. Alors, il a donné comme titre « Développement et comédie ». Auriez-vous donné le même titre à ce document, Inabo? Moi, il a dit comédie du développement. Moi, j'aurais dit le développement de la comédie. Il y a beaucoup de comédies qui se développent en ce moment dans nos systèmes. Voici la preuve. Alors, Seydina, c'est vrai qu'on tape sur l'élite, on tape sur les dirigeants, mais lorsque les efforts sont faits, il faut les entretenir. Hein. Il y a un dépôt d'ordures là, c'est un boulevard. Ouais. Moi, j'allais dire l'ignorance culturelle, parce que quand on veut parler de l'hygiène à certains Africains, ils pensent qu'on veut devenir blanc. Quand on veut parler de l'hygiène, je n'aime pas quand un Africain dit à son frère africain, je n'aime pas la saleté, c'est-à-dire, ah, toi tu veux jouer au blanc. Or, l'hygiène, hein, la galanterie, la beauté et autres, ce n'est pas devenir blanc. C'est du désordre culturel, ça. Il faut que les Africains comprennent que, allez-y même un peu dans nos villages. Malgré le fait que les villageois sont pauvres, mais les villages, il est propre. Donc, la propreté, ce n'est pas une question d'être occidental ou pas, c'est une question de vie. Or, l'Africain accorde une grande importance à la vie, à l'hygiène. Alors, il faut que les frères africains comprennent que quand nos rues sont bien faites, quand nos rues sont bien jolies, bien nettoyées, ce n'est pas devenir blanc. C'est notre culture, c'est normal, c'est tout à fait normal. Et ces actions doivent être condamnées. Voilà, il faut entretenir le bien public. Hein. Des efforts sont faits en la matière. Tout le pays est en chantier. Je pense que des chantiers sont en train d'être livrés. Il faut absolument pouvoir entretenir cela. Pour terminer, on invite les téléspectateurs à aller visiter la page officielle de Wozo Vacances. Wozo Vacances, l'édition 2015. Aura bel et bien lieu. Les présélections ont commencé, les dates sont données dans les différents espaces publicitaires de la RTI. Alors, Naomi sera avec nous si les choses se passent bien demain pour de plus amples détails. La page officielle enregistre déjà près de 22 000 abonnés et je pense que les vacances s'annoncent ainsi sur le groupe RTI. Merci à tous d'avoir participé à ce programme. Merci à Inabo Delors. La semaine prochaine, on parlera de quelle Afrique pour l'avenir et on va faire saillie dans le sujet concernant les jeunes Africains et les vacances également. Nous sommes impatients de prendre part à cette discussion-là. Que Dieu nous garde jusque-là. Merci beaucoup. Merci à vous, Seydina Chérif Ahmed. Et notre ambition, vous la connaissez, faire monter l'afro-optimisme. Émission réalisée par Fatou Koulibaly. On salue toute l'équipe qui a travaillé avec elle. En studio ici, nous avons Dédané Khadidja, Bonfils, et sans oublier monsieur Yacoub. Et Sofal était le chef de plateau. Et nos programmes se poursuivent. On a rendez-vous demain pour parler des cultures, Bidéfer ou même Amphi et les autres. À demain.